À une semaine des Oscars, Timothée Chalamet est dans une énorme sauce et il faut en parler. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la polémique Timothée Chalamet. Car oui, il a dit des trucs qui ont énervé énormément de personnes. Mais je trouve le débat très peu modéré. Je trouve que le débat est très extrême et que beaucoup de personnes ont juste pris un clip et l'ont pas du tout vu dans son contexte. Et j'ai pas que envie de défendre Chalamet, mais j'ai envie d'expliquer avec des chiffres, avec des données factuelles, toutes les sources seront dans la description et le commentaire épinglé évidemment, expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les gens sont énervés, pourquoi est-ce que Timothée Chalamet n'a pas entièrement tort, mais pourquoi aussi c'est tellement polarisé aujourd'hui. J'ai envie de parler de tout ça en détail, juste s'il vous plaît, avant de commenter cette vidéo, avant de le faire, parce que j'avais déjà fait un post TikTok un peu à l'arrache, c'était ma faute, et les commentaires n'avaient pas vraiment compris ce que je voulais dire, mais c'est ma faute, je m'étais mal exprimé. Avant de commenter cette vidéo, s'il vous plaît, écoutez-la en entier pour comprendre mon propos, ok? S'il vous plaît. On va parler de tout ça avec des chiffres à l'appui. Et je précise qu'il n'y aura pas d'image dans cette vidéo, je la fais un peu de manière express, j'avais pas le temps d'en trouver à chaque fois, donc vous pouvez l'écouter sans problème. Je me suis focus vraiment sur la recherche. Et c'est une vidéo bonus, je suis tellement débordé en ce moment et je la sors quand même, donc pas d'image, juste moi qui parle. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs, Impresso 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, dans le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Nuremberg, Prise au piège et A Big Bold Beautiful Journey. Sur Disney+, vous avez Predator Badlands, L'Agent Secret, Un Simple Accident ou Rental Family. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Même si vous avez un abonnement via Canal, connectez-vous avec votre compte Canal à Max et vous avez des films comme Smashing Machine ou Une bataille après l'autre. Il y a aussi des serveurs dédiés par pays pour que CyberGhost fonctionne sur toutes les plateformes. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple et vous allez profiter de meilleurs prix. Il y a encore plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire, ça fonctionne. Et ça marche sur plein de plateformes différentes comme pour Letterboxd Patron. Vous le savez, mais en ce moment, il faut mettre votre carte d'identité sur certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous Christian le Bale en paix, utilisez un VPN. Et en tant que cinéphile, parfois vous regardez un film d'une manière un peu spéciale, spécifique, hein. Et si vous voulez vraiment être le plus invisible possible, prenez un VPN. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 ans de remboursement réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour donner le contexte, Timothée Chalamet a fait une interview vidéo pour Variety avec Matthew McConaughey. C'est une interview d'ailleurs que moi j'ai écoutée avant même la polémique. Et lorsque j'ai écouté l'interview, rien ne m'a surpris, rien ne m'a choqué. Parce qu'avec le contexte, il n'y avait rien de marquant, de désobligeant, d'insultant. En fait, dans le flow de la conversation, ça passe crème. Mais forcément, quand c'est clippé, ça passe beaucoup moins bien. Et j'ai envie de parler de tout ça. Donc, c'est une interview qui a été donnée pour Variety. Les deux, ils échangent. Matthew McConaughey, Timothée Chalamet, ils parlent de plein de choses, d'Interstellar, ce genre de choses. Bref, ils parlent vraiment de plein de choses, à droite, à gauche. Mais là, il y a un clip, un extrait qui est sorti qui a fait énormément de mal à Timothée Chalamet durant cette semaine et ces 2 derniers jours. C'est eux qui parlent des salles de cinéma. Et ils parlent de l'envie qu'ils ont tous les deux de sauver les salles de cinéma qui sont progressivement délaissées aux États-Unis. Il parle bien des États-Unis. Pour rappel, Timothée Chalamet n'est pas français. Enfin, il est d'origine française et tout, mais il est avant tout américain. Hein. C'est un enfant de New York, un enfant américain. Il est américain avant tout. Du coup, il parle du fait que les salles américaines sont progressivement délaissées. Il y a de moins en moins de monde qui va au cinéma aux États-Unis. C'est une vérité statistique, c'est le cas. Et c'est une inquiétude profonde dans le système américain et à quel point les acteurs, producteurs, réalisateurs s'inquiètent par rapport à l'avenir des salles elles-mêmes. Voilà, c'est ça le contexte en réalité. Il parle de ça. Et ensuite, il rajoute une phrase, Timothée Chalamet, avec ce contexte-là en tête, je le cite, « Je ne veux pas travailler dans le ballet ou l'opéra », en parlant donc de la niche que c'est devenu. Parce qu'à une époque, le ballet, l'opéra, c'était quelque chose qui était beaucoup moins de niche. Le théâtre aussi. En fait, il parle de toutes les performances live de manière générale. Il dit que des gens gardent cette chose en vie comme s'il fallait la sauver, mais que le marché ne la défendait pas. Et c'est plus ou moins vrai, on va en parler après, j'ai des chiffres. Il parle vraiment des métiers, du spectacle, et à quel point, en fait, c'est compliqué de les garder en vie, parce que l'âge d'or de ces métiers et de ces shows est dans le passé. Et c'est vrai, à une époque, le théâtre, c'était bien plus populaire qu'aujourd'hui. C'est vrai, il parle de ça. Tout le monde s'en fiche, dit-il, hyperbole pour dire que vraiment, par rapport au cinéma, il y a beaucoup moins de gens qui sont intéressés
en tout cas du grand public, par le spectacle vivant. Il cite ballet opéra, mais il parle évidemment de manière générale du théâtre et ce genre de choses. Il dit ensuite, en se rendant compte de sa bêtise, tout mon respect aux artistes de ces spectacles. Donc il comprend clairement son erreur et il comprend qu'il était instantanément méprisant, que c'est pas une bonne chose. Sur ça, il a raison, il s'est rendu compte de la bêtise. Il fait une blague d'ailleurs pour se rattraper. Il a dit qu'il a perdu 14 cents in viewership. C'est une blague pour dire qu'en fait, il aura perdu que 14 centimes en viewership, en mode il y a tellement personne qui va à l'opéra et au théâtre et au ballet qu'en fait bon, ce qu'il a dit ça va vraiment vexer très peu de personnes. Voilà, c'est une blague, il savait pas comment rebondir, ça se voit qu'en fait son mépris, il a compris, il a déconné, il s'excuse, ensuite il dit bien I took shots for no reason. Voilà, il a attaqué sans raison, ça veut dire il a un petit peu honte, tu vois, qu'il veut dévier un peu le sujet, il a fait le con. Mathieu connaît, il comprend ce qu'il veut dire, tu vois, dans la conversation et tout, bah ils sont d'accord en soi, parce que c'est vrai, c'est une vérité factuelle. Le théâtre, le ballet, l'opéra, les spectacles vivants, bah c'est bien plus de niche que le cinéma. Et lui, il veut être une star populaire, il veut être une star de cinéma, et il veut pas que les cinémas deviennent comme le théâtre, le ballet, l'opéra, etc. Donc forcément, il se rend compte de son mépris, il s'excuse un petit peu, il essaie de faire une blague pour se rattraper, voilà, il galère quoi, il est un peu impulsif, il dit ce qu'il pense quoi. C'est ça aussi qui est adorable je trouve et intéressant chez Chalamet, c'est qu'il a ce truc où voilà, il est vraiment dans sa zone et il se fait confiance à sa personnalité, mais parfois il dit des choses qui peuvent blesser des gens. Et pour rappel juste, hein, la famille de Chalamet vient du ballet. Il a grandi sur scène, il a grandi dans le spectacle vivant, il a grandi avec sa mère, sa grand-mère qui faisait du ballet constamment, donc c'est un milieu qu'il connaît très bien. Il connaît très bien la salle new-yorkaise, il connaît très bien ce genre de milieu, c'est pas pour rien. Ensuite, il fait une sorte de petit bruit moche de gêne parce qu'il comprend qu'il a déconné, quoi. Il comprend que c'est pas ce qu'il voulait dire, qu'il s'est attaqué à quelque chose qui n'avait rien demandé et que c'était méchant. Il le comprend, il en est conscient, quoi. Il s'en excuse. Le mec est complètement conscient du mépris qu'il a eu. Si vous regardez le clip en entier, mais regardez juste la minute d'avant quand il parle de cinéma et tout, et un peu ce qui se passe après, de quoi il parle par la suite, vous allez voir qu'en fait, bah, c'est une discussion tout à fait normale et il se rend compte de son erreur, quoi. Dans le flow de la conversation, je vous jure que ça passe sans aucun problème. Donc ça, c'est un peu ce qui s'est passé. Vous pouvez aller voir le clip par vous-même sur TikTok, sur YouTube. Il est disponible partout, en fait. Voilà, vous avez le contexte interview en entier. Donc clairement, c'est un peu un moment de gêne où il était méchant, il s'en rend compte et tout. Et je trouve moi la réaction des gens assez malhonnête parce qu'ils ont juste vu le clip et oui, si tu isoles le clip, on dirait vraiment qu'il attaque quelqu'un comme ça, quoi, parce qu'il dit je veux pas être quelqu'un qui fait du ballet, qui fait de l'opéra, en mode je veux pas être un artiste qui fait ça. Mais il parle pas d'artiste, il parle vraiment de business. Il parle vraiment de marketing, de popularité. Il veut pas faire de la niche, tout simplement. Il a envie d'être mainstream, il a envie de faire du cinéma, de l'art grand public. Et ça a toujours été Chalamet depuis toujours. Il veut faire du cinéma grand public. C'est pour ça qu'il se donne à fond dans le marketing de Marty Suprême et plein de choses comme ça. Donc forcément, quand il isole le clip, on dirait qu'il est méprisant envers les artistes. Mais quand tu vois le clip avec le contexte, il dit juste que la niche du ballet, de l'opéra ne l'intéresse pas lui. Il a envie d'être mainstream. C'est ce qu'il dit. Mais oui, avec le clip, ça a l'air un peu méprisant, un peu méchant. Et même avec le contexte, hein, c'est un peu méprisant, un peu méchant. Mais il s'en rend compte, quoi. Tu vois, il se rend compte qu'il a merdé, il s'excuse même. Les professionnels du métier qui sont énervés, bah je les comprends en même temps. Parce qu'il y a des fans d'opéra, de ballet, de théâtre qui sont énervés. Et je comprends aussi, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais j'ai toujours vu des gens réagir juste au clip où il est un peu méprisant. Mais encore une fois, que le contexte, ça passe beaucoup mieux. Et ensuite, bah, ceux qui sont dans ce métier-là, qui font ce travail, bah, ils ont raison de réagir. Il y a plein d'opéras, de théâtres qui font des promos, qui font des réactions. Ils ont raison de défendre un peu leur paroisse, leur métier. C'est logique, quoi. Mais encore une fois, je trouve que c'est un peu méchant envers lui parce qu'il comprend qu'il a déconné. Il s'excuse littéralement. Il dit que c'était pas juste ce qu'il a fait et que c'était méchant. Et je trouve que c'est un peu injuste de le critiquer sur ça. Et je trouve que les gens abusent par rapport à lui. Maintenant, si ça permet de faire un peu de promo pour les opéras, les théâtres et tout, tant mieux. En vrai, si ça fait un bon buzz pour ces endroits-là, si ça motive des gens à aller au ballet, à l'opéra, en vrai, mortel. Donc il va aider en réalité les ballets et l'opéra avec cette intervention. Donc en vrai, les ballets et les opéras devraient dire merci à Timothée Chalamet. Je dis ça un petit peu en rigolant, évidemment, parce que c'est quand la dernière fois que l'opéra ou le ballet a eu un buzz comme ça? Non mais il faut se poser la question aussi, parce que moi j'ai plein de chiffres, hein, mais il faut se poser la question de comment on fait pour donner du buzz à l'opéra, au ballet. Le théâtre, il y a un peu plus de buzz, vous allez voir, mais comment on fait, quoi? Parce que les chiffres sont clairement du côté de Timothée Chalamet. Voici un peu les chiffres, je vais vous donner un peu tout ça, il y aura encore une fois les sources dans la description quand on va épingler, il y en a beaucoup des sources, je me suis aidé d'une IA aussi, hein, pour tout répertorier, pour tout voir, et j'ai vérifié à chaque fois pour les chiffres. Donc à Broadway, c'est 14 millions d'admissions, donc de tickets vendus. C'est un record historique récemment pour Broadway. C'est le plus gros revenu de l'histoire de Broadway et c'est le Broadway vraiment à New York, quoi, sur place. Mais ils ont aussi Broadway en tournée qui va dans tout le pays évidemment. Là, c'est 18 millions d'admissions. Je parle des États-Unis maintenant, mais je vais parler de la France évidemment après. Et hors Broadway, c'est 27 millions d'admissions. Donc il y a quand même pas mal de dizaines de millions de personnes qui vont voir du Broadway et du spectacle vivant de base.
Avant la pandémie, pour tout ce qui était hors Broadway, c'était 32 millions. Donc hors Broadway, ça a pas mal souffert et ça n'a pas vraiment rattrapé les chiffres d'avant la pandémie. Là où Broadway fait d'excellents chiffres, même meilleurs qu'avant la pandémie. Alors il y a un petit truc en termes d'admission, c'est pas le record historique, mais en termes d'argent, ça l'est. En termes d'admission, il y avait une année où ils ont fait un petit peu plus Broadway, mais ça reste dans les 14 millions. Ils n'ont jamais fait 15 millions Broadway, pour le coup. L'opéra, c'est 2 millions de personnes. C'est une légère baisse par rapport à avant Covid, mais franchement, ça va, quoi. C'est 2% de baisse, même pas. C'est 72% des sièges qui sont remplis. Là où Broadway, c'est 92%. Et c'est littéralement moins de 1% des adultes américains qui vont au moins une fois à l'opéra une année, quoi. Parce que là, je parle vraiment non pas en personne, mais en admission, en ticket. Parce que les gens qui vont une fois, ils vont plusieurs fois en général. Le ballet, la danse, c'est 1,4 million de tickets vendus récemment. Et en général, pour tout ce que je viens de citer, c'est 60 à 63 millions de tickets vendus aux États-Unis. Et donc, un Américain sur 4, 25%, va à l'un de ces événements. Donc, théâtre, Broadway, opéra, ballet et danse de manière générale. Donc, c'est très très vaste. Le spectacle vivant hors concert, pour le coup, c'est un Américain sur 4 qui y va au moins une fois par an. Voilà, c'est ça le chiffre. Et c'est 63 millions maximum de tickets vendus en fonction de comment vous calculez et tout. C'est avec pas mal de problèmes, hein, c'est de plus en plus cher. Pour le coup, Broadway, pour ceux qui sont allés, moi je suis pas allé, mais vous savez que les prix sont extrêmes. C'est beaucoup moins présent dans les banlieues, c'est vraiment quelque chose de la ville. C'est de plus en plus jeune et divers, donc ça c'est une bonne chose. Comme vous allez voir le théâtre en France, il y a de plus en plus de jeunes qui y vont. Il y a une vraie compétition numérique et digitale et de plein d'autres, évidemment, sources de divertissement et de divertissement artistique de manière générale. Il y a moins d'abonnements au théâtre qu'avant le Covid, donc il y a des vrais enjeux par rapport au spectacle vivant à New York, parce que quand même, ce que je viens de citer, c'est majoritairement New York, c'est pas que les États-Unis, parce que en réalité, la majorité du spectacle vivant se situe à New York, et la majorité des gens qui y vont sont à New York aussi, quoi, en termes de pourcentage par rapport à la population. Donc c'est un truc de capital culturel avant tout. Donc lui qui a grandi à New York, il a raison, il a vu ces choses-là. Il sait c'est quoi les gens qui y vont, il sait ils ont quelle gueule, il sait ils gagnent combien d'argent, il connaît tout ça. Il y a plein de chiffres, évidemment, que vous avez dans la description quand épinglé. Maintenant, pour donner un peu les chiffres du cinéma aux États-Unis. C'est des chiffres sur une année à chaque fois, mais ou 2024 ou 2025. Mais grosso modo, aux États-Unis, c'est 780 millions de tickets vendus dans tout le pays, contre 63 millions pour le spectacle vivant. Mais c'est quand même 9 milliards versus 4 milliards, quoi. Donc ça vend énormément plus de tickets aux États-Unis, mais c'est beaucoup, beaucoup moins d'argent proportionnellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, le prix moyen, c'est 13 $ versus 145 $ pour Broadway. Et pour ceux qui se posent la question, c'est 77% des Américains qui vont au moins une fois au cinéma versus 25% pour le reste. Et ce qui est intéressant, c'est que le cinéma, et c'est ça le propos de Timothée Chalamet, connaît une énorme chute depuis le Covid. C'est 35% en moins. Avant le Covid, le cinéma aux États-Unis, c'était 1,2, 1,3 milliards de tickets vendus à l'année. Là, c'est 700 millions. Donc la chute est énormissime. Là, au Broadway, il n'y a virtuellement pas de chute en réalité. Et le théâtre a chuté par contre de 22%. Broadway, c'est un mélange de théâtre, comédie musicale, bref, c'est spécifique, mais en fonction de comment vous calculez, il y a Broadway aux États-Unis et le reste. Donc c'est une énorme chute quand même aux États-Unis par rapport à ça, au cinéma, et pas beaucoup de chute pour Broadway, les opéras et tout, mais un petit peu le théâtre tout de même. Donc il a peur de ça. En fait, il a peur que ça continue de chuter. Il veut pas que le cinéma devienne vraiment événementiel. Il parle d'ailleurs, il donne l'exemple de Barbie Oppenheimer. Il dit que c'est très bien, que les gens vont se déplacer pour ça, mais il a pas envie que les gens se déplacent que pour des événements comme ça. C'est ce qu'il dit lui-même. Et il faut évidemment parler de ce que représente le cinéma et le théâtre, hein. Alors oui, à une époque, il était bien plus populaire que le cinéma. À une époque, bien sûr, quand le cinéma n'existait pas, ou vraiment la genèse du cinéma. Mais maintenant, il est devenu très bourgeois et un petit peu trendy jeunesse, mais encore une fois localisé qu'à New York. 18-34 ans, c'est la majorité des gens qui vont au cinéma aux États-Unis. Très intéressant parce qu'en France, c'est pas les mêmes chiffres. Broadway, ça se rajeunit, mais la moyenne d'âge, c'est 41 ans. L'opéra, c'est environ 55 ans. Et la majorité des gens ont plus de 55 ans, avec 70%. Et au ballet, c'est plutôt la même chose. Le cinéma est plutôt bien réparti financièrement, car en fait, 43% des gens qui ont un faible revenu sont allés au moins une fois au cinéma. Et 63% des gens qui ont un haut revenu sont allés au moins une fois au cinéma. Là, au Broadway, c'est quand même différent. 84% des gens qui vont à Broadway, ils ont un diplôme d'université et ils gagnent en moyenne 275 000 $ par an. À l'opéra, c'est plus, c'est que des riches. Ballet, c'est plus l'éducation qui est mise en avant plutôt que l'argent, donc c'est des gens éduqués. Au cinéma, parce qu'aux États-Unis, on a des chiffres sur l'ethnicité des gens, c'est 53% de blancs. Encore une fois, on parle bien de gens qui y vont au moins une fois dans l'année.
59% des hispaniques et des personnes de couleur, beaucoup aussi, il n'y a pas de chiffres spécifiques, mais il faut savoir que les 7 sur 10 meilleurs week-ends de cinéma de 2024 aux États-Unis, c'était aussi grâce aux personnes de couleur qui allaient massivement en salle. Broadway, c'est 66% de blancs, 34% de personnes de couleur, mais ça progresse. L'opéra, c'est 78% de blancs, 22% de personnes de couleur, le ballet, c'est 85% de blancs, et c'est quasiment rien d'autre, quoi, malheureusement. Le cinéma, il y a l'égalité homme-femme, plus ou moins évidemment. Broadway, c'est 63% de femmes, 32% d'hommes. Après, il y a évidemment tout ce qui est non-binaire, tout ça. L'opéra, c'est 64% de femmes, et pareil pour le ballet. Donc ça, c'est quand même les stats aux États-Unis. Vous vous rendez bien compte qu'en fait, le théâtre, le ballet, l'opéra, c'est un truc de bourgeois culturels, de riches et d'habitants de New York majoritairement, quoi. Et ça concerne des gens éduqués avec des diplômes et rarement des gens pauvres. Là où le cinéma, c'est l'inverse, c'est bien plus général, bien plus accessible, bien moins cher. Donc c'est devenu quelque chose de vraiment populaire, le cinéma, là où le théâtre et le reste, c'est un peu enfermé. Maintenant, pour parler de la France, le spectacle vivant en France, c'est 65 millions de tickets. Donc en fait, comme un petit peu aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, ils ne comptent pas ce que nous, on compte, c'est-à-dire les concerts. Les concerts et les festivals en France, c'est la moitié du spectacle vivant. Donc il faut enlever, voilà, 32, on va dire, millions pour avoir le chiffre du reste. Théâtre, danse, opéra, etc. Cirque aussi, par exemple. Donc aux États-Unis, c'est pas compté, mais chez nous, c'est compté. Donc on a 65 millions de tickets aussi, mais il faut enlever la moitié concert festival. Le théâtre, c'est 11 millions de spectateurs différents, soit 22% des Français qui sont allés au moins une fois au théâtre les précédentes années. L'Opéra de Paris, c'est 855 000 et tous les autres opéras, c'est 955 000. Donc vraiment, l'Opéra de Paris surdomine la représentation de l'opéra en France. Il y a un opéra dans beaucoup de villes, hein. Il y a 25 gros opéras en France apparemment, il y en a un à Lille par exemple, là où j'habite, mais l'Opéra de Paris, c'est la grande majorité des ventes, enfin presque, enfin, par rapport au ratio de gens qui y vont et en même temps le reste de la France, c'est quand même la majorité. Le ballet et la danse, de manière générale, c'est 2,8 millions de tickets. Et il y a pas mal de théâtres nationaux, comme la Comédie Française et tout, où c'est 600 000 entrées. Et il y a plein d'autres spectacles publics, plus de 2800 shows les dernières années, où là, c'est 1 million et quelques d'entrées, 1,8 million. Et ensuite, il y a les théâtres privés, les municipaux, les festivals. Genre Avignon, c'est 250 000, par exemple. Ça compte dedans. Donc, c'est 11 millions, on va dire, de spectateurs qui sont allés au moins au théâtre une fois dans l'année. La majorité, c'est en Île-de-France, 42%. C'est en Île-de-France, pourtant, c'est pas 42% des gens qui habitent en Île-de-France. Hein. Île-de-France, c'est 1/6 de la population. Par contre, c'est presque la moitié du spectacle vivant en France, ce qui est quand même quelque chose. Hein. Et le spectateur moyen de théâtre, il va 6 fois dans l'année au théâtre. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui y vont beaucoup de fois, et il y a de temps en temps des gens qui y vont une fois, quoi. Au cinéma, c'est un peu différent évidemment. En 2019, c'est 213 millions de tickets vendus versus 65 millions pour le spectacle vivant. Encore une fois, il faut diviser par 2 parce que les concerts, tout ça. Et le 2024, c'est 180 millions de personnes qui sont allées au cinéma. Et le spectacle vivant, c'est aussi 65 millions. Donc, il n'y a pas vraiment de grosse chute par rapport à avant, après Covid. Là où le cinéma, il y a eu une chute de 30 millions. Et 2025, c'était encore moins, c'était 150 millions. Donc, il y a une énorme chute avant Covid par rapport au cinéma. Là où le spectacle vivant, en fait, ça se passe bien, pour le coup. Dans le spectacle vivant, on revit comme avant le Covid, là où le cinéma, ce n'est pas le cas. D'où l'inquiétude de gens comme Chalamet et moi, par exemple. Les spectacles vivants, ça génère 2 fois plus d'argent que le cinéma en France. Encore une fois, la place moyenne de cinéma, c'est 7,50. Là où l'opéra, c'est entre 60 et 100 euros. Le théâtre, c'est 20, 50 euros, ça dépend. Maintenant, c'est de plus en plus accessible. Il y a des vraies choses qui rendent l'accessibilité, surtout pour la jeunesse concernant le théâtre. Il y a 3 fois moins d'admissions au spectacle vivant, mais ça représente 2 fois plus d'argent. Au cinéma, les 50 ans et plus représentent 44% des entrées. Vous avez vu une grosse différence avec les États-Unis pour le coup. Et les 60 ans et plus, ils vont en moyenne 6 fois par an au cinéma. Donc les seniors, ils vont au cinéma autant de fois que les gens qui vont au théâtre régulièrement. Donc il y a quand même une similitude dans certaines démographies. Il faut savoir que 85% des 15-19 ans sont allés au cinéma au moins une fois, 80% des moins de 25 ans au moins une fois, et de plus en plus de 25-34 ans vont au cinéma, augmentation de 37%. Par contre, diminution de 31% des 35-49 ans. Donc les jeunes, moins de 35 ans, ils vont bien plus souvent au cinéma. Par contre, la tranche d'âge 35-49 va moins au cinéma qu'avant. Donc il y a quand même une partie de la population qui s'est perdue dans le cinéma. En théâtre, la moyenne d'âge, c'est 40 ans. Donc c'est quand même plus jeune aujourd'hui que le cinéma, en réalité. Et ça a baissé récemment de 5 ans. Ça aide aussi. Maintenant, 47% sont sous 35 ans aussi. C'est quand même assez bien parce qu'il y a une vraie renaissance du théâtre par rapport à la jeunesse. De plus en plus de jeunes vont au théâtre, là où le cinéma, c'est pas exactement ça. L'opéra, la moyenne d'âge, c'est 46 ans. Mais encore une fois, il y a une augmentation de la jeunesse grâce au prix évidemment, et le ballet, la danse, c'est comme l'opéra. La condition sociale, alors c'est vrai que c'est hyper intéressant, le cinéma, 77% des cadres supérieurs sont allés au moins une fois dans l'année, 74% des professions intermédiaires, 59% des employés et 57% des ouvriers. De toutes les catégories socio-professionnelles qu'on a en France,
chacune a au moins une personne sur deux qui est allée au cinéma au moins une fois dans l'année. Là où le théâtre, c'est différent. Le théâtre, les cadres supérieurs, c'est 42%. Ensuite, c'est 26% pour professions intermédiaires, 17% pour les employés et 14% pour les ouvriers. Qu'on le veuille ou non, le théâtre, ça reste un loisir pour l'instant de bourgeois culturels, de CSP+, majoritairement. Et c'est pas grave en soi, mais c'est juste la réalité des chiffres. Et c'est assez similaire pour tout spectacle vivant d'ailleurs. Mais la réalité est là. L'écart salarial entre le cinéma, c'est 1,4 fois, entre le plus riche et le plus pauvre. Le théâtre, c'est 2,7. Donc c'est vraiment les gens qui ont plus d'argent qui vont au théâtre de manière générale. C'est un préjugé parce qu'en fait, le théâtre, ça devient de plus en plus accessible, de moins en moins cher. Et les gens vont toujours dire sur Internet, oui, mais regardez, les salles de théâtre, elles sont pleines. Oui, mais il y en a beaucoup moins que le cinéma. C'est ça la vérité aussi. Si le cinéma devient de niche dans, je sais pas, quelques années, quelques décennies, et que toutes les salles sont pleines, mais il y a 20 fois moins de salles qu'avant, bah, il s'est quand même cassé la gueule, le cinéma. Et la vérité est qu'aujourd'hui, le théâtre, c'est réservé à une bourgeoisie culturelle, à des gens qui ont de l'argent avant tout. C'est pas grave, ça évolue, ça change, et c'est en évolution positive vers des gens de plus en plus jeunes, et en même temps des gens qui ont moins d'argent, donc c'est une très bonne chose, mais pour l'instant, aujourd'hui, la vérité est que ça reste de niche, il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont, et en même temps, ça reste des gens très spécifiques. Évidemment, en France, on n'a pas de statistiques sur les ethnicités des gens, Dieu merci, mais voilà, ça reste majoritairement des gens qui ont de l'argent. Et ça, c'est un préjugé, parce que le théâtre est accessible à beaucoup d'un point de vue financier, évidemment. Ça change, ça évolue. Le cinéma reste encore gagnant sur ça, ça reste un art bien plus populaire, mais il ne faut pas que ça change. Le ratio le plus élevé en termes de cinéma, c'est évidemment l'Île-de-France, avec 42 millions de tickets vendus, Auvergne-Rhône-Alpes avec 22 millions, et Nouvelle-Aquitaine avec 16 millions. Donc il y a un très gros ratio dans ces régions-là, où il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma par rapport au nombre d'habitants. Et l'Île-de-France, par contre, c'est la grosse majorité du spectacle vivant, c'est 42%. L'Île-de-France, en termes de cinéma, c'est 23%. Le spectacle vivant, c'est presque la moitié qu'en Île-de-France. Donc il y a quand même un problème de représentation géographique et en même temps de personnes qui y vont. C'est majoritairement des CSP+, parisiens. Et ça, c'est au théâtre aussi majoritairement. Ça reste un truc qui reste pour la capitale culturelle, comme à New York. Évidemment, l'opéra c'est plus varié, mais pour le coup que en grande ville, vu qu'il n'y a que 25 gros opéras, mais la majorité reste quand même à Paris par rapport à la démographie. En termes de financement, ça qui va être hyper intéressant pour vous, c'est que le théâtre, l'opéra et le ballet aux États-Unis dépendent énormément des donateurs riches et des philanthropes. C'est 40% des revenus de ces choses-là qui sont uniquement grâce à des riches donateurs et des philanthropes. Rendez-vous compte de ça, je le répète, 40%. 55% de l'argent vient des admissions, des tickets et ce genre de choses, et 7% vient de subventions nationales. Les financements en France, c'est l'État qui finance à grande majorité, 60 à 70% en fonction du secteur, le théâtre, l'opéra, le ballet. Donc c'est vraiment une question d'État et de ministère de la Culture en France. L'argent des tickets et tout, c'est que 20%. Ensuite, il y a 1% de sponsors, genre des donateurs, des philanthropes. Donc rendez-vous compte que la majorité, c'est l'État. Ces secteurs-là ont moins de taxes que beaucoup d'autres secteurs et les prix sont moins chers pour les clients et consommateurs et spectateurs grâce à ça aussi. C'est le gouvernement qui garde le spectacle vivant en France, littéralement. Aux USA, c'est plutôt le marché qui décide et les philanthropes, donateurs riches qui sont là à faire des dons constamment, quoi. Donc il y a une vraie différence énorme dans le fonctionnement. Par contre, oui, il y a une différence aussi dans le fonctionnement du cinéma. Aux USA, c'est 100% le marché. 70% de l'argent vient des tickets, 25% vient de la bouffe, mais la bouffe, c'est un haut rendement, c'est-à-dire que ça coûte pas cher et ça rapporte 85% des profits. Donc c'est majoritairement la bouffe qui fait vivre les cinémas. Et il y a 5% de pubs, de sponsors, de salles privées, de ce genre de choses, d'abonnements spécifiques et tout. Le financement en cinéma, c'est différent. C'est le CNC qui finance évidemment à hauteur de 100 millions par an les cinémas, les besoins techniques, l'équipement, l'accessibilité, la ruralité, l'indépendance aussi des cinémas, d'art et essai. Il y a pas mal de crédits, de taxes qui vont aussi au cinéma grâce au gouvernement, sur la place de cinéma, les taxes de plateformes de streaming, de chaînes télé, les investissements publics de manière générale. Et en France, il y a 63% de cinéma, art et essai, donc il faut aussi les financer. Et quand vous regardez les chiffres, les démographies, quand vous regardez toutes les statistiques, Chalamet, il a raison en réalité. Et c'est pas grave, je veux dire, c'est la réalité des choses, c'est comme ça. Et la crainte de Chalamet, elle vient de là. Il veut pas que le cinéma devienne, comme le théâtre ou l'opéra ou le ballet, un endroit niche, difficilement accessible en dehors de la capitale culturelle pour les CSP+, pour les blancs de manière générale aux États-Unis et pour les gens qui ont de l'argent. En fait, il veut juste que le cinéma, ça reste populaire de manière générale, quoi.
C'est ça qu'il veut. Parce qu'en France, même si les cinémas se font de l'argent avec les tickets, la bouffe et tout, ils se font aussi de l'argent grâce au gouvernement. Et pour l'opéra et le reste, en France, c'est que le gouvernement, ou presque, qui les fait vivre. Là, aux États-Unis, c'est quand même des gens privés, quoi. Mais partez du point de vue que c'est un Américain. Avant tout, du coup, lui, il voit que le spectacle vivant, il existe grâce à des donateurs. Là où le cinéma existe grâce au marché. Du coup, lui, ce qui l'intéresse, c'est le marché. Parce qu'il a envie que les gens aillent voir des films en salle. Et sur ça, il a raison. Parce que le cinéma est bien plus populaire. Et c'est grâce à ça que le cinéma existe aussi. Donc oui, on peut dire ce qu'on veut sur Timothée Chalamet, qu'il est un peu hautain, méprisant, pourquoi pas à la limite. Mais la vérité est que le cinéma reste populaire. Marty Suprême a plus fait parler de lui dans le monde entier que n'importe quelle autre nouvelle pièce de théâtre ces dernières années, quoi. Je veux dire, l'impact culturel du théâtre, de l'opéra, c'est très CSP+, bourgeois culturel, parisien ou new-yorkais, c'est très spécifique. Par contre, Dune, les gens connaissent. Marty Suprême, les gens commencent à connaître. De Batman, des gros films, les gens connaissent, quoi. Ça reste quelque chose de populaire, accessible et tout. Il y a combien d'influenceurs cinéma? Beaucoup. Il y a combien d'influenceurs théâtre? En fait, c'est un art populaire aussi, quoi. C'est pas un facteur, je dis bien, mais on a les chiffres. Je vous ai partagé tous les chiffres ici. Donc la réalité est que, oui, le cinéma est bien plus populaire et il a peur que ça ne le soit plus dans les années qui viennent, quoi. Parce que lui, ce qu'il aime, c'est faire du cinéma. Il aime faire de l'art populaire, quoi. Mais il a grandi avec du théâtre, il a fait du théâtre, il a fait de la danse, il a fait de la chanson, il connaît au fait, c'est pas nouveau pour lui, il dit pas l'inverse, il dit pas que les artistes sont mauvais, mais vous pouvez citer plusieurs films par an qui ont marqué l'année, même si vous regardez jamais de cinéma, vous avez entendu parler, par contre une nouvelle pièce de théâtre, bon courage, je dis pas que vous allez pas connaître, je dis pas que vous connaissez pas, je dis pas que les artistes de théâtre sont pas talentueux, incroyables et tout, je dis pas ça, je dis juste que c'est de niche, et c'est pas grave, mais moi je me bats aussi pour que le cinéma ne soit pas de niche, pour qu'il reste populaire, accessible et que les gens s'y intéressent, et lui aussi, c'est ça la vérité, et il y a des gens qui se battent pour que le théâtre soit accessible, et tant mieux, qu'il soit plus de niche, qu'il soit de moins en moins de niche en tout cas, et tant mieux, c'est ça la réalité aussi, tant mieux quoi, mais la vérité que pour l'instant, le théâtre il a connu un âge d'or, et c'est plus le cas aujourd'hui, c'est une niche qui vit de subventions publiques en France, qui vit de donateurs aux États-Unis, et ça serait pour moi dramatique, parce que j'aime le cinéma, que ça devienne comme le théâtre. Et il dit ça en fait. Il n'a pas envie que ça devienne comme ça. Et moi, je suis d'accord avec lui. Il a 100% raison sur ça. Donc ça, je peux rien dire de négatif, parce que je trouve qu'il a raison. Est-ce qu'il s'est mal exprimé? Oui. Est-ce qu'il a compris qu'il s'est mal exprimé? Aussi. Donc faut pas non plus trop le critiquer sur ça. Mais encore une fois, il se bat contre cette régression, surtout aux États-Unis. Encore une fois, on n'a pas la même culture, hein. Les Américains, ils vont de moins en moins en salle. Les Français, on y va encore quand même. Enfin, nous, on est passé de 210 à 180, maintenant 150, parce que c'était pas une excellente année l'année dernière. Mais les États-Unis, ils ont fait 1,2 milliard à 700 millions. La chute est catastrophique, pour vous dire. Et la chute s'accentue de plus en plus. Donc, il se bat pour ça aussi. Il se bat pour son pays. C'est logique. Donc, arrêtez de comparer toujours la France. Moi, je vous ai donné les chiffres pour la France parce que on est en France et je pense que ça peut vous intéresser. Mais il faut arrêter de comparer toujours et le prendre aussi de son point de vue. Il a peut-être mal dit, mais je pense que les attaques qu'il subit et ce qu'il se prend dans la tronche, c'est pas mérité d'après moi. Et je comprends les gens vexés, je comprends parce qu'il s'est pas très bien exprimé. Mais je vous jure, le jour où le cinéma devient comme le théâtre, c'est triste. Et c'est pas une mauvaise chose, parce que moi j'irai toujours. Moi je ferai partie de la niche cinéma, d'accord. Mais je trouve que c'est triste que l'art, n'importe quel art, hein. Si le théâtre se cassait la gueule demain, je dirais la même chose. Je trouve que c'est triste que n'importe quel art devienne de niche. Parce que l'art devrait être populaire. J'ai peur que le gouvernement d'extrême droite, ils enlèvent des subventions à l'art, à la culture, que ce soit le cinéma, le théâtre, l'opéra et tout. Donc il faut aussi bien voter. Mais je vous dis juste, je trouve ça triste. Et lui aussi trouve ça triste. Il a peut-être pas bien dit, mais la vérité, elle est là. Elle est factuelle, elle est chiffrée. C'est de niche. Et c'est ok que ce soit de niche. Mais si le cinéma le devient, c'est triste. Ça serait vraiment trop triste, parce qu'il ne faut pas qu'il le devienne. Il faut qu'il continue à être populaire, et il faut que les gens retournent en salle. Comme il faut que les gens retournent à l'opéra, au théâtre et tout. Mais ça reste quand même une bourgeoisie culturelle. Ça change, hein, et tant mieux, encore une fois. Mais il y a des gens qui n'ont pas la fibre, parce qu'on n'a pas grandi comme ça. Moi, j'ai pas grandi, je suis jamais allé au théâtre, quasiment pas. Je suis quasiment jamais allé à l'opéra, j'ai quasiment jamais rien fait de tout ça. Moi, je suis un gars de cinéma. Mais il y a des gens qui évoluent et qui changent, et si un jour je vais au théâtre, j'irai au théâtre, c'est pas la fin du monde, mais je veux dire... Il y a un truc où c'est de niche et il faut l'accepter, c'est pas négatif, c'est juste la vérité. Par contre, il faut aussi l'accepter, il faut se battre pour le cinéma si ça vous intéresse, hein, évidemment, mais tous les arts devraient vous intéresser. Il faut se battre pour toutes les formes d'art. Donc le fait qu'il met un peu comme ça de manière négative, qu'il envoie une sorte de balle perdue à ces arts-là, oui, c'est un peu bizarre, mais ça se voit encore une fois qu'il n'a pas fait exprès et que c'est pas volontaire de sa part. Il voulait pas vexer, il s'en est rendu compte. Donc c'est pour ça que je trouve que les critiques envers lui sont un peu extrêmes. Et je trouve qu'il a 100% raison. C'est peut-être mal exprimé, mais il a 100% raison. Peut-être le cinéma sera dépassé par TikTok un jour, par les jeux vidéo, par Netflix. Ce serait grave, d'après moi. Et c'est ce qu'il dit aussi. Du cinéma de niche, il y en aura toujours. Mais il ne faut pas que ce soit de niche. Il faut que ça reste populaire. Il faut faire cette lutte. Cette lutte dans la propagation d'œuvres, de cinéma,
le fait que les gens aillent de plus en plus en salle, proposer des séances intéressantes. Bref, il y a plein de méthodes pour se battre, pour que les gens aillent en salle, les prix, ce genre de choses. Maintenant aussi, il faut se poser la question, est-ce que vous voulez des stars lisses qui ne disent rien, qui n'osent rien dire, ou vous voulez des stars un peu comme Chalamet, qui font des bourdes, qui s'excusent, qui comprennent l'erreur, et ce genre de choses? Est-ce que vous voulez plutôt ça, ou des gens qui osent rien dire parce qu'après ils se font sauter dessus comme là, quoi? Ensuite, ceux qui disent, encore une fois, qu'il va perdre l'Oscar à cause de ça, bon, l'interview et le bad buzz a eu lieu après la fin des votes pour les Oscars. Donc c'est bon, en fait, les votes sont déjà clos, ça va pas impacter ses chances de gagner, c'est terminé. Pour conclure, il s'est clairement mal exprimé. Par contre, dans le fond, il a raison. Et c'est pas une chose négative ou positive, il a raison. Il faut continuer à se battre pour que les salles de cinéma ne deviennent pas comme le théâtre. Ça, c'est une vérité par contre. C'est un truc important. Et ça, je le maintiens à 100% et je le soutiens dans ça. Il aurait pu me le dire, d'accord? Mais en tout cas, les gens qui lui crachent dessus sans comprendre le contexte de la conversation, sans comprendre les enjeux du cinéma, pour moi, ils sont à côté de la plaque. Et c'est toujours le même genre de personnes. C'est des gens qui ont une sorte de bourgeoisie culturelle. C'est pas les employés, c'est pas les ouvriers et tout. Et c'est pas grave, hein. Je dis juste que rendez-vous compte que c'est une niche. Bah comme nous, hein, le cinéma, c'est aussi une niche. Surtout les gens qui parlent de cinéma, même si c'est un peu différent, je trouve. Parce que même dans les influenceurs cinéma, il y a un peu tout en réalité. De toutes les couleurs, de toutes les origines, de tous les revenus et tout. Donc c'est intéressant ça aussi. Et je me permets de rajouter un truc post-montage que je trouve important. Je reviens de Londres, littéralement. C'est pour ça que je fais cette vidéo très tard et tout. Et à Londres, ils ont cette culture de la comédie musicale, du spectacle vivant. Ils ont des quartiers entiers où il n'y a que ça. Il n'y a que du théâtre, il n'y a que de la comédie musicale, il n'y a que des gens sur scène. On n'a pas vraiment ça en France en réalité. On a un petit peu ça à Paris, vite fait. Mais là-bas, c'est vraiment un truc. Alors oui, encore une fois, c'est une capitale culturelle. Mais à Broadway, c'est pareil, c'est une capitale culturelle. À New York, à Paris, il y a un peu de théâtre, d'opéra et tout, mais il n'y a pas encore cet impact sur la comédie musicale qui est quasiment, en grosses guillemets, inexistante en France. On a moins ce truc sur le théâtre et tout. On est un pays de cinéma, nous aussi, en réalité. Donc c'est un truc important, culturel, et je parle quand même de 3 grosses capitales culturelles. Paris, Londres, New York, en termes d'art, c'est genre le top 3 mondial, mine de rien, en tout cas en Occident. Donc c'est quand même important de le préciser aussi, et il faut comprendre que pas tout le monde est fait par rapport à ses origines, par rapport à son lieu de naissance, par rapport à son lieu de travail, pour les arts vivants, pour l'art de manière générale. Tout dépend aussi de la géographie, tout dépend des revenus, des salaires, de la culture. Il y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en compte, mais le cinéma reste populaire, quoi. Ça impacte tout le monde parce qu'il est accessible de partout aussi. Il n'y a pas que les salles au cinéma. Là où le théâtre, les comédies musicales, c'est compliqué de les voir autre part que sur scène. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord, pas d'accord avec moi? Encore une fois, tout sera dans la description par rapport aux sources. Et oui, désolé, vidéo à rallonge, je suis fatigué, c'est comme ça, je fais de mon mieux, mais j'espère que la vidéo vous a intéressé, c'est une petite vidéo bonus sur cette histoire que je voulais vraiment développer. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, quand épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Et vous pouvez me suivre aussi sur TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.